Merci de votre fidélité à la chaîne YouTube Patrick Local à la télévision. Nasepeli Marcas, je sais que vous êtes nombreux à nous suivre de partout à travers le monde. On est seulement à Kinshasa, mais suivi à Lubumbashi, à Kananga, à Kikwiti, dans le Grand Bandundu, au Kasaï, Sankuru, Maniema, Lomami. Là-bas, jusqu'au niveau de Kolwezi. On est très suivis. Je salue mes compatriotes du Grand Katanga qui nous avaient réservé un accueil très chaleureux. Ça nous a beaucoup fait du plaisir. Nous sommes très contents. Je vous fais un clin d'œil, un coucou où vous êtes, vous nous suivrez. Je sais que vous allez vous abonner. Merci aussi à nos compatriotes de l'Europe, la diaspora congolaise, tout comme celle de l'Afrique. Nous sommes très heureux de savoir aussi que vous êtes nombreux à nous suivre. Nos compatriotes du Canada, c'est les États-Unis, cette diaspora-là, la grande diaspora, pas celle de la merde que nous avons au Congo, mais la diaspora des qualités qui est restée, qui n'est pas venue. Avec Félix Tshisekedi, nous vous disons merci de vos soutiens, merci de vos messages, merci de vos appels, merci de vos abonnements. Ça nous encourage de voir qu'il y a des compatriotes qui sont à l'extérieur du pays, qui apprécient le travail que nous faisons. Nous recevons spécialement pour vous aujourd'hui un confrère. Ça fait longtemps, je ne l'ai jamais eu depuis un moment, depuis cette nouvelle année. Il s'agit de Gauthier Sey-Chang. Gauthier Sey-Chang. Bonjour. Bonjour cher Lokala, bonne année. Merci pareillement. Bonne année à toute ton équipe, bonne année à tous les Congolais qui nous suivent à ces moments de partout et particulièrement à la diaspora des qualités. Des qualités. De me souligner tantôt là. Mais c'est quoi ça la diaspora des qualités? La diaspora des qualités, hein, c'est celle-là qui est restée. Celle-là qui est restée. Et celle qui est venue. Oui, vous savez, il y a une diaspora en Europe au sein de laquelle on trouve des médecins, des avocats. Et ceux qui sont venus, on ne retrouve pas toutes ces disciplines-là. Des hommes d'affaires, sérieux, crédibles, des musiciens, des stars. C'est là qui ont quand même cette expertise. Ceux qui ont volé l'expertise des Blancs. Ils sont quand même restés. Ils sont pas venus. Ne sont pas venus. Ok. Celle que nous avons, qui accompagne les chefs. Bonne année, meilleure vers cette diaspora des qualités qui est voilà, diaspora des qualités. Comme le veut bien cher Patrick Pas comme je le veux, ce sont les faits, Gauthier Sey. Celle qui accompagne les chefs. Je m'incline devant les faits. Celle qui accompagne les faits sont sacrés. Exactement. La diaspora qui accompagne les chefs, c'est une diaspora de merde. Selon certaines sources, selon certains analystes. Vous n'avez qu'à voir des scandales, pour ne pas dire des scandaux. Vous pouvez compter autant de scandales que nous avons enregistrés. Et tous ces scandales-là passent que par la diaspora qui accompagne. C'est la diaspora qui a dit le président ce mois. Okay. C'est la diaspora de la merde qui est aux côtés des chefs qui a volé l'argent de la francophonie. Oh, c'est vrai. Exactement. C'est DJ-là qui était nommé à la francophonie, au giron de la francophonie. C'est toujours cette diaspora. Je peux vous citer autant d'exemples comme ça. Des scandales. Des scandaux. Ah. Merci beaucoup. Des scandaux, comme disent certains Quinois. Hein? Voilà, Gauthier, comment allez-vous? Non, je me porte parfaitement bien. Je bénis l'Éternel de nous avoir gardés durant toute l'année 2022. Femmes et enfants. Femmes et enfants. Et puis l'équipe d'Enetic News, nous tous, nous sommes en forme. Nous avions traversé des moments difficiles. Vous n'êtes pas écoulés. Non, nous ne sommes pas écoulés. Vous étiez entre l'enlèvement, la maison, la prison de Makala, l'arrestation, la clandestinité. Derrière toujours les parquets, les cours des tribunaux, chaque jour on y était et nous étions vraiment enquilés par les prédateurs, enquilés par... peut-être aussi par cette diaspora de mauvaise qualité qui est ici, de la merde. Vous voulez bien le dire. Donc nous avions résisté et la merde. Grâce à l'Éternel, grâce à ses orientations et puis grâce aussi à ses combats de la vérité et aussi au soutien de ses compatriotes et aussi à la confrérie qui nous a aidés. Et nous sommes en 2023, que la gloire soit rendue à l'Éternel et on doit continuer des combats et nous sommes toujours au front et prêts à servir la nation, bien sûr. Nous n'avions que les micros et la plume pour, n'est-ce pas, éclairer la lanterne de nos compatriotes. Merci beaucoup Gauthier Sey. Je vous propose quelques sujets d'actualité retenus dans le cadre de notre émission de ce jour. Affaire 15 millions de dollars américains décaissés pour l'achat des engins pour nos diplomates, les représentations diplomates. L'État congolais a décaissé jusqu'à 15 millions de dollars américains selon les révélations du média en ligne Netic
News. Jusqu'à présent, on n'a livré qu'à peu près 2 à 3 véhicules à nos représentations diplomatiques, ce qui fait que c'est lui qui a gagné le marché qu'on présente, qui a été présenté par Netic News comme les frères du ministre des Finances, Nicolas Kazadi, aurait été sommé de exécuter ce marché qu'il a gagné. Nous allons y revenir tout au long de cette émission. Est-ce que la loi autorise que de frères de ceux qui dirigent le pays puissent gagner de marché et ne pas les exécuter? Voilà la grande question que je vais poser à Gauthier Sey pour que nous puissions avoir des éclaircissements par rapport à ces dossiers. Problématique des détournements. Nous croyions au départ qu'on n'en parlerait plus du détournement au début de ces mandats, où on a vu le régime Tshisekedi s'illustrer dans les quelques arrestations de personnes présumées détournées de deniers publics. Mais depuis, on a rechuté. On a rechuté. Le détournement est devenu comme la chanson de Roland. Tout le jour, on enregistrait des détournements. Pourquoi autant de détournements au sein du régime du fils du Sphinx délimité? Où va le Congo avec tout ça? Est-ce que le Congo aujourd'hui égale les détournements? La question est un peu tendancieuse, mais comprenez-moi, j'exagère, mais au moins nous savons tous que les détournements se constatent, se vivent, se pratiquent, on se vante même. Il y a même certains qui ont été relaxés, qui ont bénéficié des ordonnances, des grâces présidentielles, mais qui se sont vantés par la suite d'avoir été libérés par le président de la République, même au départ, accusés des détournements. Nous allons y revenir tout au long de cette émission. Démolition des marchés pirates par l'autorité de la ville de Kinshasa. Jean Tini Ngobilambaka, gouverneur, et Jekoko Mulumba sont à l'œuvre, autant critiqués. Voilà que les deux hommes unis, main dans la main, sont en train de démolir tous ces marchés pirates implantés le long des grandes artères de la ville de province de Kinshasa. Est-ce que c'est fait dans les règles de l'art? Est-ce que la procédure a été respectée? Est-ce que le droit des uns et des autres sont respectés dans cette affaire? C'est la grande question que nous allons nous poser. Mais quid d'après ces démolitions? Parce qu'on n'en est pas à notre première série de démolitions. Très souvent, on a assisté à des démolitions, mais par la suite, on a vu les mêmes marchés pirates démolis revenir avec autant de puissance. Est-ce que cette fois-ci, ça sera bon, comme disent certains? C'est la grande question qui reste pendante. Élection en République démocratique du Congo, les enrôlements évoluent, on va dire à pas de tortue, avec beaucoup de difficultés, des machines qui tombent en panne, des lenteurs, monnayage des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs. Tout ça, c'est dans cette émission avec notre confrère Gauthier Sey. Gauthier, vous avez suivi le menu, je ne vous laisse pas choisir, j'ai choisi pour vous le premier sujet, affaire, on va dire, attribution du marché de 15 millions de dollars américains à celui que votre site présente comme le frère du ministre Nicolas Kazadi, l'argentier national. Première question, est-il normal pour un ministre des Finances d'attribuer de marchés d'achat de véhicules pour l'État à son propre jeune frère ou à son frère biologique? Cher Lokala, déjà, il faudrait ici dire que, est-il normal ou pas, la loi n'interdit pas ça, bien sûr. Si son jeune frère ou, c'est pas moi, son proche parent est reconnu dans ce secteur et qu'il œuvre dans ce secteur et qu'il a compétit comme toute autre société pour, n'est-ce pas, gagner les marchés et qu'il répond aux critères. Cela ne pose aucun problème. Il n'y a pas de péché pour qu'il puisse avoir ces marchés. Mais simplement, les problèmes ici, c'est les clientélismes. N'est-ce pas? On n'a pas respecté toute la procédure pour, n'est-ce pas, donner ces marchés-là à son jeune frère. On a brûlé des étapes. Il s'agit de 15 millions de dollars. Est-ce que réellement son jeune frère a respecté toute la procédure pour arriver à gagner ces marchés? Je dis déjà non. Je vous rappelle... À quel niveau la procédure n'a pas été respectée? À quel niveau? Il faudrait ici qu'il y ait appel d'offres. Il faudrait ici qu'il y ait appel d'offres et que cette affaire se gère, n'est-ce pas, au niveau de marché public. Passation de marché public. Il y a toute une structure qui s'occupe de ça.
Et à ces moments-là, ni le ministère des Finances, ni le ministère des Affaires étrangères qui a lancé l'offre ne doivent pas être concernés, n'est-ce pas, dans les recrutements de la société qui devait, n'est-ce pas, contracter ou exécuter ces marchés. Pour la transparence, éviter les rétrocommissions, éviter aussi la corruption et éviter les clientélismes. Dans l'octroi d'un grand marché qui engage, n'est-ce pas, la République. C'est ça la vraie procédure. Mais malheureusement, on se rend compte que le clientélisme a plus primé. On a donné les marchés à son frère et après les frères, parce que le marché a été donné... Il n'y a pas eu appel d'offres. Selon les informations à ma possession, il n'y a pas eu appel d'offres. Ça s'est passé de gré à gré et de bouche à l'oreille. Et ils se sont arrangés avec le ministère des Affaires étrangères. On a donné les marchés aux petits frères. Et les petits frères, à son tour, au lieu, n'est-ce pas, d'exécuter son contrat à bonne et due forme en respectant les délais, les calendriers tels que, n'est-ce pas, prévu. Non, les jeunes frères préfèrent, n'est-ce pas, comme on le dit souvent à Kinshasa, à pire à zapper naïe marché. On peut rien. Donc, on ne peut rien les faire. Et il s'est fait qu'il a fallu que l'IGF puisse intervenir. Et là, les délais est largement dépassé. Et pourtant, l'argent a été décaissé. Ça, c'est là où les bas blessent. Le problème, ce n'est pas ici d'être les frères des X ou des Y. Le problème, c'est le sérieux de l'entreprise. Est-ce que cette entreprise avait réellement la qualité ou les modèles... L'expertise. Non, les modèles des véhicules pour lesquels il a gagné les marchés. Et s'il en avait, il a déjà eu l'argent. Pourquoi ça traîne? Tout simplement parce qu'il est couvert par son grand frère qui est l'argentier de la République. Mais vous savez que lorsqu'on commande par exemple les véhicules, il y a un temps pour l'achat, un autre temps pour les Cher Patrick Local, nous sommes ici à près d'un an. Près d'un an, c'est un marché qui a été contracté en 2021. C'est depuis mai 2021, si je ne me trompe pas. Nous sommes aujourd'hui au mois de janvier 2023. Et jusqu'à ce jour, je vous rappelle que les ambassades n'ont pas encore reçu les véhicules comme voulu, comme prévu. Comme prévu. Ouais. Donc, il faudrait ici reconnaître qu'il y a quand même ici légèreté dans l'exécution de ces contrats. Et je me dis, est-ce que son grand frère se rend compte? Et je me demande si réellement Denis Kadima avait encore accepté de donner les marchés à cette entreprise qui n'arrive pas à respecter les C'était la même entreprise, le même frère qui voulait encore acheter des engins pour la CENI. Oui. Heureusement pour Denis Kadima, cette fois-là, il avait déjà contracté un autre marché avec une autre entreprise. Il a au moins ici échappé à l'odeur, il a échappé, n'est-ce pas, à l'amateurisme du jeune frère de l'argentier. C'est ce qui justifiait les conflits à l'époque entre le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, qui accusait la CENI de surfacturation dans l'achat. C'est ça l'aîné du problème. Le problème est parti là. Parce qu'on a refusé à son frère Après quelques temps, je vous rappelle, je vais vous rafraîchir la mémoire, après quelques temps, vous avez constaté que la CENI avait publié un document, n'est-ce pas, de l'entreprise du jeune frère de l'argentier du Congo, sollicitant, n'est-ce pas, les marchés auprès de la CENI. Auprès de la CENI, de livrer les véhicules, étant donné qu'il est actionnaire dans une entreprise de motos qu'on appelle Sada Motors. Sada Motors. Sada Motors, c'est l'un des actionnaires et que la CENI avait déjà contracté le marché avec une autre entreprise et qu'il n'avait plus la disponibilité, n'est-ce pas, d'offrir ces marchés aux frères de Nicolas Kazadi. L'argentier de la RDC, et c'est l'aîné du problème. Il a accusé la CENI d'avoir surfacturé. C'est là où est parti le conflit de Nicolas Kazadi et la CENI. Donc moi je pense que quelque part, il faudra éviter les clientélismes. Si aujourd'hui... Est-ce que ce n'est pas l'entreprise de Nicolas Kazadi lui-même? Ça, je ne sais pas, mais à ce que je sache, son jeune frère est actionnaire dans cette entreprise. Il y en a qui disent que ce n'est pas son jeune frère. Cette entreprise s'appelle Sada Motors. Les documents sont là. Les documents, vous pouvez aller consulter, n'est-ce pas, les sites de la CENI. Ils ont rendu ces documents publics où son jeune frère allait solliciter les marchés de ces véhicules qui lui a été refusés. Et c'est la même entreprise qui a, n'est-ce pas, gagné les marchés de 15 millions pour livrer les véhicules à nos ambassades. Malheureusement, jusqu'à ce jour, toutes nos ambassades ne sont pas encore servies. Je me pose la question, est-ce que Nicolas Kazadi se rend compte que
le clientélisme est en train, n'est-ce pas, ici, d'empêcher la République d'évoluer normalement. Comment ça, un homme de rigueur? Un homme rigoureux. Comment ça, un homme de rigueur? Selon ses proches. Si nous sommes où nous sommes aujourd'hui, c'est à cause du clientélisme. Je vous informe que Nicolas Kazadi n'est pas l'homme qu'on nous présente. Ah, il est qui d'après vous? Ce n'est pas l'homme qu'on nous présente. Il est qui d'après vous? Il verse dans beaucoup, excusez-moi, dans beaucoup de pratiques, des violations des textes. Avec Nicolas Kazadi, c'est le gangsterisme. Je vous rappelle ces grands marchés de 300 millions de dollars où on est en train de construire des tours jumelles pour aboutir les services, n'est-ce pas, de finances et des budgets. C'est près de 300 000 dollars. Un marché. 300 millions. 300 millions de dollars, j'allais dire. C'est un marché, n'est-ce pas, je pense, public avec le gouvernement turc. Et comment est-ce qu'ils ont donné ces marchés-là? De gré à gré. Ils sont en train de construire de gré à gré. Allez-y vérifier. Mais on dit que ce n'est pas irrégulier. C'est irrégulier, comment ça? C'est encore très grave. Et surtout qu'il y a deux gouvernements. Il y a des gouvernements qui coopèrent dans ça. Il y a les gouvernements turcs. Est-ce que les Turcs peuvent donner un marché de 300 millions de dollars à une entreprise de gré à gré? Et si ils disent que ce n'est pas notre argent, parce que j'attends d'autres dire non, c'est l'argent, c'est la coopération turquoise et puis congolaise, mais qui a fait les cahiers des charges? Parce que cette bâtisse-là est en train de se construire en République démocratique du Congo. Donc c'est le gouvernement congolais qui a fait les cahiers des charges. Et quels sont les principes pour octroyer un marché de plus de 100 millions de dollars en République démocratique du Congo? Il faut passer par l'appel d'offres. L'appel d'offres et puis par la structure de passation des marchés publics. Allez-y vérifier, il n'y a rien dedans. Ces marchés est passé inaperçu au niveau de services de passation de marchés publics. Et là, on parle de 300 millions de dollars. Et le problème, ce n'est pas encore les marchés des gré à gré. Le problème, c'est encore la participation de sa famille, de ses proches parents. Sa famille dans tous les grands marchés. Sa famille dans tous les grands marchés. Dans tous les grands... Dans toutes les grandes... comment je peux dire passation de grandes sommes d'argent. On retrouve soit l'épouse, soit les fils. Dans l'article publié sur Netic News, vous êtes journaliste. On parle même des bureaux. On dit que vous êtes journaliste. Le confrère qui a écrit. Vous êtes journaliste. Vous n'êtes pas loin de. Soutient que la femme de l'argentier et son fils. Vous n'êtes pas loin du chantier. Vous n'êtes pas loin du chantier, cher Lokala. Allez-y sur terrain. Vous allez vous rendre compte qu'il y a deux bureaux occupés. Un occupé par l'épouse, un autre occupé par les fils. De l'argentier. De l'argentier de la République démocratique du Congo. Et qu'est-ce que fait son épouse là? Quel rôle elle joue? Quel rôle joue son fils? Ce sont des Congolais. Ce sont des Congolais. Alors... Je vous rappelle qu'il n'y a pas longtemps, avant qu'il y ait rétention, n'est-ce pas, de fonds d'assainissement, les 2 650 000 dollars, les fonds d'assainissement que le gouvernement central est en train de mettre à disposition de la ville de Kinshasa, son épouse avec son ONG gérer une partie de la ville de Kinshasa pour l'assainissement, il toucherait, selon mes sources, près de 400 000 dollars le mois. Gracieusement. Près de 400 000 dollars le mois pour son ONG. Rien que pour 2 ou 3 communes, si je ne me trompe pas. Est-ce que cette ONG de son épouse, elle a réellement l'expertise? Cette ONG de son épouse, elle a réellement tout ce qu'il faut pour répondre, n'est-ce pas, aux besoins de la salubrité de la ville de Kinshasa? Et cette ONG a été créée quand? C'est ça aussi la question qu'il faut se poser. Ouais, ça reste à vérifier. Et quand on a gratté... On ne va pas acquiser l'ONG comme ça. Quand j'ai essayé de gratter... Vous avez enquêté. Quand j'ai essayé de gratter là-dessus, c'est une ONG créée il n'y a pas longtemps. À la va-vite. Il y a 2 ans. 2 ans ne sont-ils pas suffisants c'est pour vous dire que... ait l'expertise nécessaire pour 2 ans pendant que son homme... Non. 2 ans pendant que son homme est au gouvernement. Pendant qu'ils sont aux affaires. Donc, ce sont Nicolas Kazadi, il profite de son statut, il profite de sa position actuelle pour, n'est-ce pas, enrichir sa famille, pour, n'est-ce pas, s'enrichir soi-même. Non, ce n'est pas comme ça qu'un homme d'État travaille. Et je suis surpris de ces derniers temps. J'ai l'impression qu'on a affaire à un ministre militant. Il faut lire ses tweets. Il s'attaque aux opposants. Il taquine des opposants de temps à autre. Je venais de lire son tweet il n'y a pas longtemps où il parlait, n'est-ce pas, on pensait nous enterrer et pourtant on était des graines, ils nous ont plantés, aujourd'hui nous sommes aux affaires, ils pensent refaire l'exploit, tout ça. Mais c'est un politique, vous n'allez pas empêcher un politique de faire des déclarations quand même. Aussitôt nommé ministre, mandataire, gestionnaire au quotidien,
dans un poste public, on se débarrasse de son parti politique. Oui, mais il reste politique. On reste homme d'État. On ne fait plus la politique active. Parce que là, on sert l'État. On n'a plus de couleur. Il est ministre des Finances des militants d'ensemble, des militants du PPRD, des militants des PALO, de tous les Congolais. Donc, il ne peut pas se permettre de commencer, n'est-ce pas, à faire de la politique active. C'est comme s'il était secrétaire général d'un parti. C'est comme s'il était cadre, plutôt, c'est pas moi, mais mobilisateur, ou il occupait un poste dans son parti. Et d'ailleurs, même si vous occupez un poste dans votre parti, aussitôt nommé, vous démissionnez de ces postes. Parce qu'on ne peut pas ici mélanger les faits privés et les faits publics. Donc, ce que Nicolas Kazadi est en train de faire, est ce qu'on dit de lui, technicien, praticien, technocrate, rigoureux, ceci, cela, ça ne reflète pas la réalité sur le terrain. C'est virtuel, ça. Écoutez, c'est pour la propagande. Écoutez, cher ami, nous avions connu des ministres des Finances. Tu connais les fils des Matata, toi? Tu as vu les fils des Matata faire un parti politique? On peut leur reprocher tout. On peut leur reprocher tout ce qu'ils ont eu à faire. Tous ces ministres qui se sont succédés. J'ai vu son fils une seule fois. Après, avez-vous vu Matata tweeter, faire la politique active? Vous connaissez les fils de Yav? Écoutez, quand vous êtes ministre des Finances, vous occupez un poste important comme ça pour la nation, à la limite, il faut ici développer de valeur. Il faut ici servir la nation. Et on a l'impression que Nicolas Kazadi est en train de servir un clan. Et ici, dans tous les grands projets, partout où on parle des sommes d'argent, on voit l'aîné d'un proche parent de Nicolas Kazadi. C'est pas normal. C'est pas normal. Et le clientélisme est ici, n'est-ce pas, à la base de tout ce que nous sommes en train de décrire ici dans le secteur des finances. Ici, il faudra que le ministre Nicolas Kazadi puisse faire la part des choses. C'est débarrasser, n'est-ce pas, de la peau des militants, de la peau des membres de l'IDPS, qui se considèrent aujourd'hui comme un homme d'État. Ici, il devrait se débarrasser de cette peau-là, de celui qui pense que tout intérêt qui peut être dans ma petite parcelle d'autorité doit profiter à mon frère, à ma femme, à mon fils. Non, ça doit profiter aux Congolais. Combien de Congolais sont actionnaires, n'est-ce pas, d'entreprises, de véhicules? Combien de Congolais ont des ONG? Combien de Congolais ont ceci, ont cela? Et combien de Congolais ont besoin de bénéficier de ces, n'est-ce pas, ces avantages-là pour aussi donner leur partition au développement du pays? Vous êtes déjà ministre, vous avez un salaire, vous avez des avantages. Ça vous suffit pour nourrir votre petite famille. Et vous voulez encore, dans des projets qui peuvent bénéficier, n'est-ce pas, aux Congolais lambda, mettre vos femmes, vos enfants, vos petits frères, vos proches parents? Et les Congolais lambda gagnera quel marché? Donc, très cher Lokala, parler des rigoureux, parler des technocrates, je pense qu'il faut lier les actes à la parole. À la parole. Donc, il ne suffit pas ici de nous vanter quelqu'un qui, sur terrain, est en train, n'est-ce pas, ici, de nous montrer qu'il est loin d'être un homme de valeur, il est loin d'être un homme respectueux des textes, parce qu'on ne peut pas comprendre, admettre à un seul moment qu'un marché de plus de 300 millions de dollars se soit donné de gré à gré. C'est quand même grave. Et qu'on sente, qu'on voie la présence de son épouse, de son enfant, dans l'exécution de ces projets. Donc ici, il faudra ici dire qu'il y a clientélisme dans ce secteur et que Nicolas Kazadi est en train d'entretenir un clientélisme qui ne dit pas son nom et ça ne profite pas au régime. Ça ne profite pas au régime. Selon ses proches que j'ai contactés, toute cette guerre médiatique organisée contre Nicolas Kazadi vise un seul objectif, de l'écarter parce que d'après eux, il est présidentiable. Il serait le dauphin de Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi ces détracteurs organisent une campagne de déstabilisation, parce qu'il est présidentiable. Cher ami, bon, c'est le dauphin, le probable dauphin de Tshisekedi. Je connais qu'en RDC, Chancellor Opamba, mais écoutez, avec quel ancrage? C'est un dauphin qu'on déstabilise. Avec quel ancrage? Dauphin de Tshisekedi. Avec quel ancrage? Nicolas Kazadi. Qui connaît Nicolas Kazadi? On dit que Nicolas Kazadi est le présidentiable. Non, soyons sérieux. C'est le dauphin de Félix. Non, écoutez. A-t-il déjà même milité au sein de l'IDPS? C'était un haut fonctionnaire qui a plus évolué au niveau de PNUD.
Et après, il a des relations personnelles avec la famille du chef de l'État, avec le chef d'État lui-même, et il est d'un même coin que les chefs de l'État. Bon, par la magie de la vie, il s'est retrouvé là où il est. Mais écoutez, quand vous voulez nous parler des futurs dauphins, quel ancrage politique qu'il a, quel ancrage social qu'il a, sur le plan, s'il te plaît, sur le plan sociologique. Non, écoutez, ils sont sérieux. C'est le dauphin de Tshisekedi. Toute l'IDPS serait derrière. Prends ton micro, sors dans la rue, pose la question, qui connaît Nicolas Kazadi? Même en étant ministre des Finances. Arrêtons de chercher, n'est-ce pas, ces données autant d'épaisseur. Ce que nous sommes en train de dire ici, c'est pour la nation. Nous n'avions aucun intérêt que Nicolas Kazadi soit limogé. Nous n'avions aucun intérêt qu'il soit écarté de son poste. Nous, ici, nous voulons qu'il puisse améliorer sa façon de faire. Nous voulons que ici les marchés de Congolais puissent profiter à tous les Congolais. Que ce ne soit pas les marchés seulement des Kazadi. Non, nous n'en avions pas besoin. Nous avions besoin, tous les marchés qu'il y a au niveau du ministère des Finances, que tout Congolais compétent, tout Congolais qui remplit les critères, voilà, puisse compétir et gagner. Et nous n'avions pas besoin ici de voir toujours avoir une femme omniprésente, avoir un fils omniprésent, avoir un frère omniprésent dans tous les projets. Ça, nous n'en avions pas besoin. Effectivement, parce qu'ils sont cités dans... Écoutez, vous avez un fils qui a plus, excusez-moi, je n'ai rien à voir avec. Je n'ai rien à voir avec lui. La politique, c'est pas d'abord l'expérience. La politique, c'est aussi, c'est l'art, en fait. Il faut avoir l'art de faire la politique. Et il faut avoir l'ancrage sociologique pour lancer un parti politique. Vous avez un fils qui a plus évolué aux États-Unis d'Amérique, qui arrive parce que papa est argentier de la République. Paf, il s'étape les listes de créer un parti qu'on appelle UPR. Et les partis, aussitôt créer les partis. Les partis, et aujourd'hui, son fils Jacques, le fils de Nicolas Kazadi, est aujourd'hui président d'un parti national. C'est un parti UPR. Et aussitôt créé, ils ont des sièges dans quelques provinces. Et dites-moi, pourquoi on vous dit que c'est les dauphins de il a travaillé où? Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, j'apprends qu'il y a... Vous parlez de l'ancrage. J'apprends que son fils a un parti qui va accompagner son père. J'apprends qu'il y a malaise au sein de l'Union sacrée, surtout particulièrement au sein de l'UDPS, avec la création de ces partis. Il pense que Nicolas Kazadi a demandé à son fils de créer les partis pour étouffer l'UDPS, et surtout qu'ils sont en train de débaucher déjà au sein de l'UDPS, selon certaines sources. Le parti du fils de Nicolas Kazadi aurait débauché quelques membres de l'UDPS. Qu'il serait en train de débaucher quelques cadres au sein de l'UDPS, et que ces partis-là venaient étouffer l'UDPS, et qu'il y aurait malaise. J'aurais appris, je vais continuer à enquêter, mais les partis avaient déjà fait sa sortie officielle. Mais je pense que c'est quand même... c'est pas mal, non? Écoutez, c'est pas mal de créer un parti aussi. C'est pas mal de créer. C'est régulier. C'est pas mal de créer un parti, mais... Pourquoi on refuserait au fils de Nicolas Kazadi de créer un parti? D'autant plus qu'il est congolais, il a ses moyens. Le fils de Nicolas Kazadi, président national d'un parti politique. Où est le mal? Espérons qu'il a une expérience professionnelle, il a déjà travaillé quelque part, il a eu son argent et il est venu maintenant, il veut servir les Congos en politique. Et ce qui m'étique un peu, le parti a des sièges presque partout. Je me demande cet argent-là. Le parti est déjà implanté. Peut-être qu'ils ont des actionnaires, ils ont des partenaires, ou cet argent provient des marchés de gré à gré, je ne sais pas. Je m'interroge. Le parti du fils de Nicolas Kazadi serait déjà implanté. Serait déjà implanté dans 20 provinces. Dans près de 20 provinces selon mes sources, et je me pose la question, on va vérifier si cela s'avère vrai, où a-t-il trouvé cet argent? A-t-il des partenaires? Et puis, c'est un dauphin. Suivez mon regard. C'est un dauphin. Non, il est présidentiable. C'est vrai qu'en République démocratique du Congo, Chancelo Kopamba, mais nous devons, je vous informe ici, cher Lokala, que la population congolaise de plus en plus devient mature. Nous sommes à notre 4e cycle électoral. Je vous rappelle qu'en 2006, nous avions voté, comme disent les Kinois, Kibouli Kiboudi. En 2011, les Congolais ont sanctionné. Près de 60% des députés provinciaux et nationaux ont été sanctionnés. En 2018 même. Et en 2018, c'était encore très grave. Pour une première fois en Afrique, voir un président en fonction qui organise les élections, voir son dauphin être sanctionné par la population. Donc c'est pour vous dire qu'il y a une certaine maturité acquise depuis un moment et que Chancelo Opamba 2006, il y a 2011, risque de ne plus se reproduire en 2023. Donc la population, de plus en plus, elle devient consciente. Voilà. Même si les élections sont hypothétiques, impossibles. Ça, on va en parler à la fin de l'émission. Il y a un autre fait, Gauthier Sey, qui rend le détracteur de Nicolas Kazadi très jaloux. On dit que Nicolas Kazadi est l'homme du boss. Il chuchote à l'oreille du président de la République. Et cela gêne sérieusement
les détracteurs qui croient qu'il ne peut pas avoir cette confiance. Ce qui est normal, cher Lokala. Partout au monde, même toi, je pense que si tu as un peu d'argent dans ton compte en banque, le gestionnaire de ton compte sera ton ami à tout moment. De temps en temps, tu seras en contact avec lui pour suivre l'évolution de ton compte. Donc, on connaît, c'est l'argentier de la République, c'est les financiers. Donc, c'est normal qu'il ait la confiance. C'est tout à fait normal qu'il chuchote à l'oreille du chef de l'État. Mais chuchoter, il doit chuchoter pour l'intérêt du peuple et non pour ses propres intérêts. Il doit chuchoter pour l'intérêt du Congo. C'est ce qui est à l'origine de cette mauvaise campagne contre l'homme rigoureux, l'homme excellent. Il n'y a pas une mauvaise campagne contre Nicolas Kazadi. Ce que nous sommes en train de dire, c'est vérifiable. Et ce que nous sommes en train de dire, c'est pour l'avancement, n'est-ce pas, de l'appareil, n'est-ce pas, politique ou l'appareil administratif de la République démocratique du Congo. Nicolas va passer, le ministère des Finances va rester. Il n'est pas le premier ministre des Finances. Il ne sera pas le dernier. Donc, ce que nous sommes en train ici de demander, nous sommes en train de demander au moins le respect des textes. Nous sommes en train de demander au moins l'égalité des chances de tout Congolais de compétir et de gagner un marché. Nous sommes en train de demander ici au moins que tout soit équitable, que tout Congolais entrepreneur, que tout Congolais sociétaire d'une entreprise de véhicules, que tout Congolais présidente ou président d'une fondation qui peut s'occuper aussi d'assainissement, puisse aussi gagner les marchés. Pourquoi c'est mal les mêmes personnes? Je vous rappelle que ce que Nicolas Kazadi fait, ce n'est pas nouveau. Nous avions vécu ça avec Matata. Quand Matata était Premier ministre, son épouse avait une fondation. Elle gérait presque la salubrité de la ville de Kinshasa, où nous allons souvent prendre de l'air ici à, comment on appelle, vers l'ISP Gombe, on appelle ça Place des Évolués. Était entretenue par l'épouse de Matata. Et après le pouvoir, la fondation existe encore? Que fait encore l'épouse de Matata? Il ne faudra pas ici créer des fondations ou des partis politiques parce qu'on est aux affaires. Il faut créer des choses avec une vision. Créer des choses dans la durée. Pour qu'après les pouvoirs ou pendant les pouvoirs, que la structure puisse fonctionner. Il ne faudra pas nous amener des structures à la va-vite, sans fondement, sans expertise. N'est-ce pas? Tout simplement parce que vous avez l'opportunité, vous avez la signature. Et après la signature, dites-moi l'épouse de Matata, où est-ce qu'elle s'occupe encore de l'assainissement dans la capitale ville de Kinshasa? Elle s'occupait de la place des évolués. Elle avait un contrat. Ça a même créé un couac avec Kimbuta à l'époque. Parce que Matata voulait ici, n'est-ce pas, responsabiliser son épouse. Elle le faisait bien, bien sûr. Mais il y avait surfacturation selon certaines sources. Aujourd'hui, après le pouvoir, Matata n'est plus Premier ministre. Est-ce que l'épouse de Matata continue encore? Va voir la place des évolués. L'ombre de... Va voir la place des ouvriers. Donc c'est pour vous dire que nous sommes en train ici de critiquer, pas simplement parce que nous avions une haine ou nous avions un plan, n'est-ce pas, de diaboliser ou comme disent des gens, de pémbéniser Nicolas Kazadi. Non, tout simplement parce que nous voulons ici le respect des textes. Nous voulons ici des Congolais qui font des choses bien. Des Congolais capables, n'est-ce pas, de monter des entreprises qui vont évoluer, qui vont fonctionner même après qu'ils soient partis des affaires. Très bien. Faire des partis politiques et des fondations, pas simplement pour bénéficier de votre ombre parce que vous êtes ministre, mais qui peuvent rester, continuer à servir avec expertise. Et là, nous sommes en train ici de condamner le clientélisme qui a, n'est-ce pas, ici, élite domicile dans la gestion de Nicolas Kazadi. Voilà le problème. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de diabolisation ici. C'est la réalité. Les Congolais peuvent aller vérifier. Comment expliquer, cher Lokala, qu'on retrouve son épouse et son fils impliqués dans l'exécution du projet de construction des deux tours jumelles, non loin des affaires étrangères? Allez-y vérifier. Comment voulez-vous qu'on retrouve son épouse avec une ONG créée à la va-vite? N'est-ce pas? Gagner un marché dans ces processus d'assainissement, dans les 2 650 000 $ que le gouvernement central débloque pour l'assainissement de la ville de Kinshasa. Pourquoi c'est ma son épouse? Elle est omniprésente? Elle a l'expertise peut-être. Elle a l'expertise partout. Gauthier Sey. Je connais quelques ministres des Finances qui ont précédé Nicolas Kazadi. Il y a Matata Ponyomapol, vous le connaissez aussi. Il y a, je crois, Henri Yave Moulang, vous le connaissez aussi. Il y a Sélé Yalagouli. Et enfin, nous avons Nicolas Kazadi. Est-ce que Nicolas Kazadi est sur les traces de ses prédécesseurs ou il s'est démarqué
par rapport à la gestion de ces ministères des Finances? Je dirais que Nicolas Kazadi est au-delà des traces de ses prédécesseurs. Il s'est démarqué dans les clientélismes. Ou négativement? Dans les clientélismes, je dis bien. Il s'est démarqué dans les clientélismes et je n'ai jamais vu un ministre des Finances, souvent vanté comme technicien, technocrate, être à la fois militant et technocrate. Ça, c'est mad. Nicolas Kazadi est militant technocrate. Mais il faut lire cette suite. Il s'attaque aux opposants. Il répond tic au tac aux politiciens, au lieu de s'occuper, n'est-ce pas, des finances de la République. Ça, c'est du jamais vu. J'ai jamais vécu ça avec ses prédécesseurs. J'ai jamais vu un ministre des Finances qui a une épouse omniprésente et un fils omniprésent comme Nicolas Kazadi. Ça, j'ai jamais vu. Et un frère cité dans tous les dossiers où il faut donner des véhicules, il faut vendre des véhicules, c'est toujours son frère. Donc, en République démocratique du Congo, la seule entreprise qui vend des véhicules, c'est Sada Motors. Il fallait toujours l'imposer à la CENI. Il fallait l'imposer encore aux affaires étrangères. Ça, c'est Nicolas Kazadi. Donc, c'est un surdoué. Ça, surtout, ces mélanges-là, des militants. C'est ces mélanges-là qui vous étonnent. Ça, non, ça, je suis dépassé par ces génies qui sait mélanger la politique active à la technicité. Et pourtant, il a beaucoup à faire. Et pourtant, la République démocratique du Congo, c'est chaque jour qu'on perd de l'argent. Il faudra qu'il réfléchisse avec ses inspecteurs. Comment est-ce qu'on peut arriver, n'est-ce pas, à barrer la route à tous ces détracteurs, à tous ces pilleurs de la République. Merci. Mais malheureusement, l'excellent ministre passe tout son temps à voir comment est-ce qu'il faut donner les marchés à son frère, à son épouse, à son fils. Comment est-ce qu'il faut combattre les opposants. Et alors, comment est-ce qu'il faut créer un parti politique. Comme vous dites qu'il a excellé dans le clientélisme, on parle du remaniement qui pourrait intervenir dans les jours à venir, Gauthier Seichang, si vous était demandé de prodiguer un conseil au président de la République par rapport à la gestion de Nicolas Kazadi, faut-il les reconduire ou les mettre de côté? Je n'ai pas de conseil à prodiguer au chef de l'État, malheureusement, tout simplement parce que lui-même, il est l'autorité morale de ce que je suis en train de décrire chez Nicolas Kazadi. Je vous rappelle ici que ce que nous sommes en train de vivre ici en République démocratique du Congo, les différents détournements, les différents pillages de nos fonds, c'est à cause des trois fléaux. Lesquels? Les clientélismes, les tribalismes et l'incompétence. Vous avez vu ce que je viens de décrire ici avec Nicolas Kazadi. Vous allez les retrouver partout. Comment pouvez-vous expliquer dans une province avec autant d'ethnies, autant de tribus? Je vais prendre un seul cas dans chaque secteur. Vous vous retrouvez dans une entreprise où vous avez du PCA au DGA, les gens d'une même tribu. Laquelle par exemple? L'OCC. À l'OCC. DG Kassai, PCA Kassai, DGA Kassai. Qu'est-ce que vous voulez créer dans la tête des gens dans cette entreprise à caractère national? Le tribalisme. Les chefs de l'État, il faut voir l'entourage du chef de l'État. À près de 90% entourés des gens d'une même tribu, d'un même coin. Le Dirkab est du Katanga. Allez-y, continue. Denis Banza est du Katanga également. Continue. Il faut maintenant continuer. Et je peux te citer les Kassaïens. Je peux finir tous les doigts. Vous allez même voir ceux qui gagnent des marchés et ceux qui exécutent tous ces marchés. Ce sont des proches parents. Si ce ne sont pas des copains de Bruxelles, ce sont des proches parents ou ce sont les gens d'une même tribu. Et parce que... D'autant plus qu'ils sont compétents, est-ce que à quel niveau non, ça peut mais gêner? écoutez, la compétence c'est d'attribution. On ne peut pas parler de la compétence aussi longtemps que sur terrain on ne voit rien. Et qu'on vous donne des moyens, et qu'on vous donne les moyens, on vous donne même la durée pour exécuter un projet, et qu'on vient 8 mois après, on trouve que l'université n'est même... On est à l'étape de fondation. Rien ne sort des sols. C'est pour vous dire qu'il y a eu un problème. Il faudra ici que ces trois fléaux soient ici bannis dans la gestion
Les de la res compétences, publica. le tribalisme. L'incompétence, le tribalisme et le clientélisme. Les tribalismes, on retrouve les gens d'un même coin, la majorité d'un même coin, dans des postes de responsabilité. Et ce sont eux qui sont au centre de beaucoup de projets. Et parce qu'ils sont frères, parce qu'ils se reconnaissent, cousins, neveux, amis, c'est pas moi quoi, ils se livrent maintenant dans la légèreté. Ils bouffent l'argent parce qu'ils savent que mon Koulumpa ne va rien me faire. Moi, Kounyani ne va rien me faire. Moi, Kounia, c'est-à-dire quoi? Moi, Kounyani, c'est-à-dire mon neveu. Ah, mon Kouloupa, mon Mon aîné. Koulumpa, grand frère. Moi, Kounia. Moi, Kounyani, mon neveu. Moi, Kounyani. Les clientélismes. On donne des marchés. On responsabilise des proches parents, des amis, des copains de Bruxelles, des copains de Matongé. Et ces copains-là se retrouvent, n'est-ce pas, dans un cadre où ils ne veulent pas prendre leurs responsabilités à main. Parce que lui-même se reconnaît incompétent. Lui-même se reconnaît, n'est-ce pas, nul. Mais il est responsabilisé pour un but. Le but, c'est la récompense. C'est dans ces régimes où tu vas entendre quelqu'un te dire « Non, il ne m'a pas nommé parce qu'il a voulu le faire. Il m'a nommé par récompense. J'ai beaucoup fait pour ce régime. J'ai beaucoup fait pour son père. J'ai beaucoup fait pour lui. » Donc les gens sont nommés par récompense. Or, quand tu es nommé par récompense, quand tu es responsabilisé par récompense, quand tu gagnes un marché par récompense, la première des choses, c'est de faire quoi? C'est de récupérer ton investissement d'hier. Après, maintenant, c'est mettre au travail. Le troisième fléau, l'incompétence. Les compétences. On responsabilise des gens sans compétence. On responsabilise les gens sans expérience. Ça, c'est selon vous. Pas selon moi, je peux t'en citer plusieurs. Citez quelques cas parce qu'il faudrait que les gens comprennent. Au cursus sombre, qui n'ont jamais travaillé. Et il est pompé ministre. Il est pompé DG. Il ne faut pas citer des noms. Tu as Il déjà est un pompé, problème avec Foot là-bas. il est pompé conseiller principal. Pompé. Il est pompé conseiller principal. Bombardé conseiller principal. Vous voyez les attributions Et le profil. et le profil de la personne. Il n'y a pas de ça lien. ne se marie pas. Et les résultats, c'est ce que nous sommes en train de vivre sur le terrain. Donc, s'il y a un conseil à donner au chef de l'État, il doit commencer par frapper chez lui. En est-il capable? Comment expliquez-vous? En est-il capable? Comment pouvez-vous expliquer ce qui vient de se passer au Kasaï? Les détours. Chez lui, les chefs donnent des moyens. Ils vous demandent l'université, chez lui, la route, chez ses frères et les sœurs, écoles, les forages. ils vous demandent de développer votre contrée. Vous détournez l'argent. Mais vous laissez les chefs venir. C'est là où je vous parle. Et les chefs tribalisme même et inauguré. du clientélisme. Vous laissez les chefs venir, sachant qu'il n'y a rien sur le terrain. Quelle humiliation. On ne sait pas frapper parce qu'il s'agit de Moukoulumpa. Est-ce que lui-même, les Moukoulumpa, moi, Kounyani a senti cette humiliation? Mais il a senti. Quand il s'est étonné, après, il est rentré très fâché à Kinshasa. Mais on attend maintenant les retombées de sa colère. Les retombées de sa colère, c'est mener des enquêtes sérieuses et sanctionner à tous les niveaux des responsabilités. Tout celui qui a eu à mettre la main, tout celui qui a eu à mettre la main, n'est-ce pas, pour ralentir, pour détourner quoi que ce soit, doit être frappé. Ce n'est pas possible. Est-il à mesure? On veut développer chez vous. Serait-il à mesure de le faire? C'est ça maintenant la question. Oui, on est à une semaine. Il a regretté. Nous sommes, il s'est étonné. Ça fait une semaine qu'il est revenu. Nous sommes à une semaine depuis qu'il est revenu. Silence radio. On se demande qu'est-ce qui se passe. Mais était-il vraiment fâché contre la ça? bonne. Était-il vraiment fâché contre ça? À mon avis, oui. Parce que nous l'avions vu s'exclamer. Et après? Après, il est revenu. C'est vrai, on ne peut pas forcer la main de chef d'agir aussitôt. Mais nous attendons. Nous l'accordons un peu de chance. Mais je pense que cette année, si réellement les chefs de l'État veulent se démarquer, ils veulent que nous puissions mettre fin à ces scandales qui ne cessent, n'est-ce pas, de se répéter chaque année. Et je vous rappelle que chaque année, on détourne en termes de millions. S'il n'a pas été capable de sanctionner à la première année, la deuxième, la troisième, la quatrième, sera-t-il à mesure de sanctionner à la dernière année? C'est toujours 50 millions, 100 millions, 48 millions, 42 millions. C'est en termes de millions. Dans un pays pauvre comme la République démocratique du Congo, dans un pays sans route, dans un pays où le taux de chômage
Très élevé. Très élevé, à près de 90%. Dans un pays où on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'eau. Dans un pays où les Congolais ne savent pas manger 2 fois. Mais on détourne l'argent. Et cet argent va où? Dans des jets privés pour être logés dans des paradis fiscaux, comme l'avait dit. Et aujourd'hui, on donne raison à Kaboun. Donc, il est temps que les chefs de l'État puissent maintenant mettre fin, n'est-ce pas, à ces phénomènes qui viennent en train de prendre une ampleur. Gauthier Seye, si vous y croyez à ça, moi, j'y crois pas. Comment ça, vous n'y croyez pas? Vous avez suivi Willy Bakonga? Écoutez. Qui a clairement dit, aussi longtemps qu'on est en vie, dit que c'est le chef de l'État lui-même qui l'a sorti de la prison. Aussi longtemps alors qu'il était impliqué dans le détournement des fonds alloués à la gratuité. Aussi longtemps qu'on est en vie, on et peut vous encore... croyez quand même à Félix? Aussi longtemps qu'on est en vie... Va-t-il sanctionner pour gracier aussi avec longtemps, sa signature? Aussi longtemps ou va-t-il vraiment sanctionner? Écoutez... Moi, j'y crois pas. Hein. Non, aussi longtemps qu'on est en vie, on peut espérer. Je lui donne un peu de crédit, un peu de chance. Cas, désolé, je me dis, moi, cette année, c'est une année électorale, c'est une année des enjeux, et il est temps qu'il puisse se ressaisir. Nous ne pouvons pas, depuis qu'on est aux affaires, 2019 on a détourné, 2020 on a détourné, 2021 on a détourné, 2022 on a détourné. 2023 ça sera 2023 pire. Ça sera pire. Et il est temps qu'il puisse sanctionner pour arrêter cette hémorragie. Donc on ne peut pas continuer, n'est-ce pas, à se moquer du chef de l'État, soit il y a complicité à certains niveaux. Ici, il ne faudra pas que le chef de l'État prête ici, n'est-ce pas, les mots à ses adversaires politiques pour, n'est-ce pas, de l'accuser de complicité avec ceux qui détournent les fonds de l'État. Ici, il faudra sanctionner tous ces gens-là qui sont impliqués, surtout dans ce qui vient de se passer au Kassai. Mais je me dis, une semaine, c'est trop pour que les chefs puissent quand même agir. J'exhorte les chefs de l'État d'agir et de jeter aussi un coup d'œil dans ce que nous sommes en train de dire. Sur Nicolas Kazadi. Sur Nicolas Kazadi, cette affaire de 300 millions de dollars, cette affaire de 15 millions de dollars. Vous perdez votre temps. Et je viens ici, je vous informe aussi, cher Lokala. Je vous informe aussi que les médias Afrique Intelligence venaient de publier un article, toujours sur Nicolas Kazadi, le ministère des Finances cette fois-là, où ils ont trouvé un compte dans une banque commerciale ici. On a logé 300 millions de dollars et l'intitulé du compte, c'est le ministère des Finances. Et selon ces médias, il y a une enquête discrète au niveau du parquet pour dénicher les responsabilités. Donc, je pense qu'il y a à boire et à manger dans ces ministères-là. Ça n'aboutira jamais. Ça, je peux au moins, nos confrères d'Afrique, d'Afrique Intelligence, ils ont ici, n'est-ce pas, alerté l'hiérarchie. Et l'hiérarchie est l'autorité compétente, n'est-ce pas, d'agir, parce qu'il ne faudra pas qu'on soit toujours surpris par des détournements. Et quand nous, journalistes, quand nous, médias, on alerte les services, ce qu'ils doivent faire, c'est aussi de jeter un coup d'œil, de prendre au sérieux, n'est-ce pas, nos annonces, de prendre au sérieux, n'est-ce pas, nos dénonciations, pour essayer de gratter, parce que tout ce qu'on dit, on ne le dit pas dans les vides. On a nos canaux d'information qui nous informent sur certaines informations qu'on vient livrer, mais qu'on ne peut pas livrer d'une manière détaillée, parce que nous n'avions pas suffisamment de pièces pour appuyer réellement nos dénonciations. Mais eux, en tant que service habilité, ils peuvent entrer en possession des pièces et épargner la République au scandale des détournements. Est-ce que Félix Tshisekedi est-il devenu l'otage de ses amis, de ses neveux, de ses cousins, de ses frères, de ses proches qui l'ont aidé quand il était dans une situation misérable? Est-il devenu l'otage d'un système qu'il a lui-même créé, au sein duquel il ne sait plus s'en sortir? On ne doit pas se voiler des faces, Sherlock. On ne doit pas se voiler des faces. On ne doit pas se voiler des faces. On prend tous les risques possibles. Effectivement, c'est que nous sommes en train de vivre. On a l'impression que c'est ça la réalité. Et il est temps maintenant qu'il se débarrasse maintenant de ces systèmes, de cette petite prison que ses copains de Paris, ses copains de Bruxelles et ses frères et sœurs sont en train de les maintenir. Il est temps maintenant qu'il s'élève, qu'il sorte de cette prison. Je pense que 4 ans, il les a quand même servi. Et cette année, ça peut quand même être une année où il peut booster les choses. On ne doit pas continuer ici à parler des scandales, des détournements en termes de millions. Et on décrit, il y a un service qui fait du travail, l'IGF, et après ces gens-là sont libérés, d'autres sont graciés, et ils deviennent des chantres, et c'est cet argent-là volé
qu'ils utilisent pour aller mobiliser pour toi, pour aller. Alors, qui les envoie? Merci beaucoup. Merci Gauthier d'avoir parlé avec votre cœur et avec votre intelligence. Cette situation est tellement triste que je préfère m'arrêter là. Très bien. On va parler des démolitions. Démolition dans la ville de Kinshasa. Le gouverneur Gentili Ngobila avec son vice-gouverneur Jikoko Mulumba était à l'œuvre depuis ce matin pour déloger tous ces marchés pirates construits le long de boulevards, de grandes routes de la ville de Kinshasa. Une décision qui est saluée par beaucoup de compatriotes. Mais est-ce que c'est une décision encadrée, pensée, réfléchie? Et quel serait le sort de nos compatriotes qui gagner quand même de la vie dans ces marchés pirates? On ne veut pas justifier l'irrégularité, mais est-ce que c'est fait dans les normes? Est-ce qu'on a pensé trouver comme des solutions à ces compatriotes pour qu'ils ne reviennent pas? Parce qu'il y a une chose est de les déloger de ces endroits, une autre est de trouver des endroits, des espaces pour qu'ils restent là et continuent à faire leurs affaires dans la plus grande quiétude. Gauthier CI. Vous suivez depuis un moment ce qui se passe dans la ville de Kinshasa, la gestion du gouverneur Gentili Ngobila Mbaka et de son vice-gouverneur Jikoko Mulumba. Vous avez vu, comme moi, ces démolitions dans la ville de Kinshasa. C'est quand même une bonne opération que le gouverneur a débuté avec son gouvis. On les a beaucoup reproché des manques de dynamisme. Les voilà sur terrain. Je me pose une question. Est-ce que nous devions toujours commencer à attendre des visites pour travailler? Il a fallu Pourquoi vous dites ça? Parce que les papes doivent venir et il faut maintenant ici démolir tous ces marchés pirates pour essayer. Non, pas selon moi, c'est ça la réalité. La réalité, c'est tout simplement, ils ont réfléchi pour dire que les embouteillages sont dus, n'est-ce pas, à ces mamans, nos jeunes frères, nos papas qui vendent jusqu'au vers la chaussée. Il ne faut pas que les papes voient la misère. Il ne faudra pas que les papes voient la saleté, la misère. Il faudra là maintenant chasser tous ces gens-là pour que la voie soit dégagée pour permettre aux papes de visiter Kinshasa, de voir Kinshasa la belle. Mais est-ce que nous devions ici continuer, n'est-ce pas, à maintenir les larmes de nos mamans, de nos frères et sœurs qui se débrouillent sans une politique, n'est-ce pas, de prise en charge. Pendant qu'ils sont en train de démolir, pendant qu'ils sont en train de chasser ces mamans, ces jeunes frères, ces papas qui vendent le long du boulevard Lumumba, est-ce qu'ils ont aménagé un lieu où ils peuvent aller maintenant vendre? C'est ça aussi la question. Le problème, ce n'est pas la démolition. Le problème, c'est la prise en charge. On démolit ici, mais vous quittez ici, voilà les marchés. Où on vous a arrangé, où vous devez désormais commencer à vendre. Parce que ces parents-là, ces gens-là, ils vivent de ces commerces. Nous sommes dans un pays où le chômage, n'en parlons même pas. Nous sommes dans un pays où la vie est déjà difficile. Et les gens qui font les qui-vivent, les gens qui se débrouillent, vous venez brusquement parce qu'il y a les papes qui arrivent dans peu de temps, vous venez les démolir, les chasser brutalement. Vous venez les chasser ils étaient là de manière irrégulière. Écoutez, c'est vrai, la force de la loi. On peut être là d'une manière irrégulière, tout simplement parce qu'il n'y a pas de marché. Est-ce qu'il y a des marchés? S'il y a des marchés, pourquoi depuis tous ces temps-là, on ne les a jamais imposés, n'est-ce pas, d'aller vendre dans ces marchés? Pourquoi on les a laissés autant d'années continuer à vendre là et aujourd'hui attendre seulement l'arrivée du pape pour les chasser comme des voleurs, les chasser comme les rebelles M23? Il a fallu les sensibiliser d'abord. Il ne fallait pas faire ça. Il fallait commencer par les sensibiliser. Les sensibiliser, leur faire comprendre les risques qu'ils sont en train de prendre, de vendre le long de la chaussée. Et leur montrer les bons lieux où on les a aménagés pour qu'ils puissent maintenant occuper. Et maintenant, leur donner un délai pour qu'eux aussi puissent informer à leurs clients que désormais, ne nous cherchez plus ici, voilà, excusez, nous serons désormais à tel endroit. C'est comme ça qu'un gouvernement sérieux, c'est comme ça qu'un gouverneur responsable opère. Et cette façon de faire, c'est du populisme tout simplement. Ngobila et Mulumba sont dans le populisme. Surtout celui-là, Mulumba. Jikoko Mulumba, il passe aujourd'hui chef du populisme. Comment voulez-vous qu'un vice-gouverneur se permette à tout moment d'humilier les gens, de filmer les gens et présenter ces petites vidéos où il suit des petits voleurs Kuluna
Et là où les Koulouna sont en train de barrer des routes, des fois on publie ça, il ne va jamais. Mais quand il est dans un petit coin, il voit un jeune homme qui cherche à faire quoi que ce soit, il le filme. Il vous a tantôt dit ici, je ferme un peu la parenthèse, qu'il a rejeté 3 000 $. Où il a refusé 3 000 $, on venait les corrompre par un directeur financier d'une entreprise de plastique. Mais je vous informe ici qu'il venait, il n'y a pas longtemps, allez-y à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, il n'y a pas longtemps, il venait d'être auditionné avec son suppléant, Eric Boukoul, Jikoko Moulumba. Il a été auditionné. Auditionné par le comité, par la commission des sages avec son suppléant pour avoir frauduleusement touché les frais de lecture qui revenaient à 3 000 ou 3 500 de son suppléant. Alors qu'il se partage les émoluments. Chaque mois, il se partage les émoluments. Donc, salaire. Il y a Eric Boukoul. Chaque fin du mois. Ce qui est normal. Comment ça, c'est normal? Vous êtes vice-gouverneur, vous n'êtes pas au chômage, vice-gouverneur, vous touchez près de 20 000 $ les mois au-delà des avantages. Vous suivez encore votre compatriote qui vous a accompagné, que vous n'avez pas donné ce poste-là gratuitement, qui était l'un de vos lieutenants de campagne, avec qui vous avez combattu pour avoir ces postes, et tu le suis encore dans ses émoluments, dans son petit salaire, et tu ne t'arrêtes pas là, tu l'obliges encore de commencer à se partager les petits transports et les petits frais de lecture qui sortent quand il y a loi de réduction des comptes, quand il y a activité. Et vous trouvez ça normal, et c'est ce monsieur-là qui a rejeté 3 000 $. De qui tenez-vous ces informations? Mais je suis journaliste. Allez-y à l'Assemblée provinciale. Allez-y vérifier. J'ai même les documents où ils ont été auditionnés, où on a instruit à Jikoko de ne plus refaire ce qu'il a fait, de toucher frauduleusement. Les émoluments. Non, il a touché les frais de lecture. Les frais de lecture de son suppléant. De son suppléant. Eric Boukoula. Avec la complicité du questeur, Papi et Piana. Nous sommes dans quelle république? Et c'est ces donner des leçons. C'est ces messieurs-là qui passent à la télé chaque jour pour nous donner des leçons, pour nous dire qu'il a rejeté 3 000 $, et pourtant il est en train de maltraiter son suppléant, il est en train de maltraiter, n'est-ce pas, son compatriote, les salaires ne les touchent pas entiers, et tu les suis encore dans les petits frais de transport, dans les petits frais de lecture, et là, parce qu'il résiste pour les frais de transport et les frais de lecture, tu mets une machine en jeu, en place plutôt, pour les faire partir. Ah, il veut faire partir. Non, mais il veut le faire partir, même si Eric ne veut pas le dire. Ah, il est sur une chaise éjectable. Il veut faire. Jikoko est même prêt. Il est même prêt de démissionner de son poste de vice-gouverneur pour régler des comptes à son suppléant. Ah, Eric Boukoula, c'est son ami de tous les temps. Il pense qu'Eric Boukoula est en train de gagner du terrain sur terrain, et il est en train de gagner du terrain dans sa circonscription, et qu'il sera candidat, c'est le potentiel adversaire. Il faut maintenant l'empêcher d'avoir des moyens pour construire sa base. Voilà l'homme congolais. Autrement dit, il serait en train de combattre son propre suppléant qui est devenu député provincial. On va interroger. Pas autrement dit, c'est ce qu'il est en train de faire. Je sais qu'Eric ne saura pas parler. Je sais qu'Eric est en train de cacher son mentor. Mais je vous dis ici qu'ils ont été auditionnés au niveau de la commission des sages, et que Eric a porté plainte contre son mentor pour avoir touché frauduleusement son argent. Pendant que lui s'est rendu à la question pour toucher son argent, on lui dit, écoutez, ton mentor a déjà touché. Mais par quelle magie, par quel biais de vice-gouverneur? Donc voilà quelqu'un, voilà les donneurs de leçons. Voilà celui qui a humilié un certain financier d'une entreprise qui a tenté les corrompre avec 3 000 $. Mais il est tout le temps derrière son suppléant pour, n'est-ce pas, se partager même les frais de transport. Allez-y comprendre. Et aujourd'hui, Jikoko, c'est le vice-gouverneur le plus populiste que l'on n'a jamais connu. Il est dans toutes les actions de tape-œil, au lieu ici de financer la police. La police que vous voyez là avec les généraux Kassongo, ils n'ont pas de carburant. Les sociétés que vous voyez, mon cher ami, ils n'ont pas de déplacement, de moyens de déplacement. Au lieu de financer la police pour combattre ces phénomènes Koulouna, vous préférez commencer, n'est-ce pas, à filmer avec tes policiers. Tu vas arrêter un Koulouna, tu filmes, tu nous balances dans des réseaux, tu as tes relayeurs, tu envoies chez tes relayeurs, ils relayent ça, et c'est ça le travail d'un vice-gouverneur. Ils vont te dire c'est un OPG à responsabilité limitée. Mon cher ami, nous qui avons des enfants, un conseil à tous les parents, il faut éduquer les enfants, envoyer les enfants à l'école, pour qu'un jour, qu'ils n'arrivent pas par la magie de la vie, Chancelo Kopamba, il se retrouve responsable quelque part, incapable de passer 1 heure, 2 heures au bureau pour, n'est-ce pas, cacher son incompétence.
et il va se livrer, n'est-ce pas, à des actes. Il deviendra un délinquant. Une autorité délinquant. J'ai une question. Quel est le lien qui existe entre ce que vous dénoncez? Vous dites sur Moulumba, le gouverneur Moulumba, le vice-gouverneur Moulumba, et l'éducation, les conseils que vous donnez aux parents pour l'éducation de leurs enfants. Il y a quel lien dans tout ça? Non, je suis journaliste. Je suis aussi parent. Je ne trouve pas de lien entre ce que vous dénoncez. Non, je ne suis pas empêché. Le gouvernement, c'est Moulumba. Il ne m'est pas empêché, de conseiller mes compatriotes. Ici, j'interpelle tout parent de veiller sur l'éducation des enfants, l'enseignement de nos enfants, envoyer réellement nos enfants à l'école et qu'ils fassent des bonnes études pour que demain ou après-demain, qu'ils ont des postes de responsabilité, qu'ils prennent leur temps de travailler, de rester dans le bureau et traiter des dossiers et pour qu'ils ne soient pas des délinquants dans la rue. Vous êtes autorité, tu es ministre, tu es DG, mais on te voit tout le temps dans la rue. Tu préfères encore casser des histoires, suivre des coulades dans la rue pour cacher l'incompétence. Donc, chers parents, veillons sur l'éducation de nos enfants. Donc, ici, je disais que c'est que les gouverneurs et son adjoint sont en train de faire, c'est bien pour assainir la ville, mais il faut un plan. On ne le fait pas à la va-vite. On ne le fait pas dans la précipitation. Il faut ici, n'est-ce pas, un plan de démolition. Il faut sensibiliser, il faut préparer un lieu où il faut envoyer ces gens-là et il faut ici aussi leur faire comprendre les biens fondés de cette action. Il ne faudra pas ici venir les faire brutalement. C'est comme si vous avez affaire aux rebelles de M23. Ce sont nos compatriotes. S'ils vendent là, ce n'est pas par plaisir. Beaucoup ont trouvé la mort en vendant de longues chaussées. Donc, ils vendent là par besoin. Parce qu'il y a besoin de survie, il faut nourrir, il faut nouer les déboulements. Donc moi je pense que la sensibilisation n'a pas eu lieu et il ne fallait pas attendre que les gouverneurs, les papes soient annoncés pour arriver à assainir le boulevard Lumumba. Il faut que ça soit un travail permanent et qu'il y ait un plan, n'est-ce pas, d'assainissement parce qu'on nous a ici présenté un projet comme quoi Kinbopeto, mais un projet qui a du mal, n'est-ce pas, à être exécuté. Mais aussi, j'exhorte les gouverneurs et son adjoint de voir aussi comment, n'est-ce pas, la ville peut mettre les moyens, n'est-ce pas, à la disposition de la police pour permettre à notre police d'être efficace. Parce que nous ne pouvons pas continuer à avoir une police inefficace en face de ces jeunes, de ces phénomènes Koulouna, des jeunes, n'est-ce pas, qui prennent en otage des avenues, qui prennent en otage, n'est-ce pas, des grandes artères pendant autant d'heures et les policiers fuient. Merci beaucoup, Gauthier. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'équipement, ils n'ont pas de munitions et ils ne sauront pas, n'est-ce pas, maîtriser ces jeunes gens. Très bien, Derrick Lukiba, il faut veiller sur les échos. On a un retour ici qui risque de perturber les sons. Mais quand on a écho, non, c'est pas bien. Alors, je présente un peu le vice-gouverneur Jekoko Moulumba, un ancien du PPRD, un grand kabyliste de son temps. Il a quitté le PPRD pour aller au MLC, le mouvement de la libération du Congo de Jean-Pierre Bemba. Après sa sortie de la prison centrale de Makala, il est parti du MLC pour l'UDPS où il se trouve présentement. C'est là où il a réussi à devenir le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Et nous allons le juger, comme on dit, c'est au pied de l'œuvre qu'on juge un artiste. Nous allons voir ce que Jekoko Moulumba va faire dans les jours à venir, mais au moins, le début de Jekoko Moulumba semble être assez compliqué, surtout qu'il verse un peu dans le populisme tel que l'a dénoncé Gauthier Sei au cours de cette émission. Dans un village des aveugles, les bornes et rois. Vous avez refusé de dire à qui vous donnez les conseils d'éduquer les enfants. Alors, Gauthier Sei, dernier virage de cette émission, élection. Oui ou non, nous irons aux élections. Non, impossible, on n'ira pas aux élections. Denis Kadima, tiens. On n'ira pas aux élections. Denis Kadima, lui-même, quels sont les éléments à votre possession qui démontrent que on n'ira pas aux élections. Les élections sont vraiment intenables et c'est impossible avec cette façon de faire. Je t'informe déjà que les bureaux Kadima ne savent même pas combien des Kinois sont enrôlés. Ah, mais comment ça? Ça, je vous dis. Je vous informe qu'ils ne savent même pas combien des Kinois sont enrôlés. Comment ça? Ils ont un service central. Non, allez-y, posez-nous la question à la CENI.
J'étais à la CENI. Vous, comment vous savez qu'il ne sait pas combien de Quinois se sont enrôlés? Mais je vous l'ai dit. Va, prends ton micro, va brandir. Et j'ai suivi son vice-président, son premier vice-président sur les ondes de la radio Top Congo, où il nous parle de... Nous sommes à plus de 1 million d'abonnés, d'enrôlés, surtout dans la zone, dans la première zone. C'est vague. Normalement, nous sommes ici en train de faire une opération semi-biométrique. On suppose que tout est enregistré dans des machines. Parce que ces machines-là ont ce qu'on appelle un disque dur. Donc, on suppose que si les bureaux CADIM étaient sérieux, cher Patrick Lokala, après l'enrôlement, la journée, ils devaient faire le monitoring. Et les serveurs centrales allaient être informés, n'est-ce pas, des nombres d'enrôlés dans chaque province. Ce qui n'est pas le cas. Je vous lance un défi. Prenez votre micro. Vous êtes non loin du bureau Kadima. Allez-y demander. Ils ne savent pas combien de Quinois sont enrôlés. Or, Kinshasa, on attend près de 5 millions d'enrôlés. Près de 6 millions. D'après les prévisions. Ouais. Près de 6 millions d'enrôlés. Et ici, nous sommes à 1 million quelque chose. Non, ils ont parlé... Selon la CENI. Là, c'est l'étendue de la première zone. Ah, ok. Dans toutes les provinces, ils ont parlé de 1 million. Mais la ville de Kinshasa, ils ne maîtrisent pas les chiffres. Ils ne maîtrisent pas. Ils n'ont pas les chiffres. Il n'y a pas de monitoring. Il n'y en a pas. Ils ont prévu 1 mois d'enrôlement pour la première zone. Nous sommes à 2 semaines presque. On doit atteindre 6 millions. Supposons qu'ils ont atteint 1 million. C'est déjà un échec. On ne peut même pas supposer parce que vous dites que dans toutes les zones... C'est ce qu'a dit Manara sur les ondes de Top Congo. D'après toute vraisemblance, on ne peut pas dire qu'à Kinshasa, on a plus d'1 million. C'est moins d'1 million. Mais je vous informe, ça fait déjà le nombre de bureaux. Semaines. Kinshasa devait avoir 531 centres d'identification d'enrôlement. Vous êtes journaliste. Combien sont opérationnels? Nous sommes à moins de 250 centres opérationnels. Tous les centres ne fonctionnent pas. On devrait avoir combien? 531 centres d'enrôlement. Combien sont opérationnels? Nous sommes à moins de 250, selon la société civile. Ça ne va pas selon la CENI. Non, mais... Ça, c'est une société civile pro-opposition. Non, mais les centres sont fermés. Moi-même, j'ai fait une tournée. J'ai dû publier ça. Vous avez vu mes tweets, vous avez tout vu. Il y a des centres, par exemple, chez moi. Moi, j'habite Ngaliema. On a combien de centres? Allez-y partout, les centres ne fonctionnent pas. Ils ont un autre problème. Un autre problème, le problème des kits. Je vous informe que les panneaux solaires achetés par les bureaux Kadima ne fonctionnent pas. Allez-y vérifier. Ce que vous apprenez là, oh non, l'autonomie, un problème de courant, les panneaux ne fonctionnent pas. Ils n'ont pas fait, n'est-ce pas, l'essai en avance. Ils n'ont pas essayé ces panneaux. Ils l'ont acheté précipitamment. Ils ont ramené ici. Ils installent des panneaux, les panneaux ne marchent pas. Et nous avions un problème de courant. Les machines ont un problème d'autonomie. Hier, les machines de Nanga, l'autonomie était de plus de 9 heures. Et là, nous sommes à moins de 5 heures de temps d'autonomie avec les machines de Denis Kadim. En plus de cela, le personnel n'est pas... L'amateurisme. Je vous dis déjà ici que les élections ne sont même pas hypothétiques, sont impossibles. Pourquoi? Nanga, selon les informations à ma possession, Denis Kadima n'a pas publié les calendriers parce qu'il voulait publier les calendriers ou parce qu'il était prêt. Il a publié les calendriers sous pression de la communauté internationale. Surtout, le secrétaire général des Nations Unies, qui a fait pression sur la CENI pour qu'il puisse publier les calendriers pour leur permettre d'évaluer les processus. C'est comme ça que Denis Kadima va publier les calendriers. Et il publie les calendriers tardivement. 2 ans, avec 2 ans de retard. Or, les processus commencent dès la première année. Mais nous avions connu un problème des bureaux. On a pris 2 ans pour installer les bureaux. Après 2 ans, on a encore pris presque 2 ans pour avoir les calendriers. On a eu un grand retard des opérations. Et selon la loi électorale, quand vous publiez les calendriers et que vous échelonnez toutes les opérations, notamment l'opération d'enrôlement et d'identification, il faudrait procéder par ce qu'on appelle la sensibilisation.
et l'affichage des centres et des bureaux de vote. Ce qui n'a pas été fait. Or, dans la sensibilisation, il faudrait là aussi sensibiliser les partis politiques de se préparer, de préparer leurs témoins pour observer les processus d'enrôlement. Parce que c'est un processus capital. Aujourd'hui, vous pouvez me dire quel est ces partis politiques? Mais il y a un cas de concertation à la CENI. Comment ça? Qu'est-ce que vous voulez dire? Il n'y a pas eu de sensibilisation. Ils nous ont brisqués. Et même les bureaux. Est-ce que toi, tu étais informé un mois avant, 2 semaines avant, pour essayer de voir où est-ce que tu peux aller voir la liste des bureaux, pour savoir les bureaux les plus proches de ta résidence? Nous sommes dans un pays où on a un taux d'alphabétisation très élevé. Il faudrait parler, reparler dans toutes les 4 langues nationales pour permettre aux Congolais, n'est-ce pas, de s'imprégner de cette opération qui est une opération capitale. Ce qui n'a pas été fait. Nous sommes ici en train d'aller aux enrôlements sans les témoins des partis politiques, sans les observateurs de la société civile, des confessions religieuses. Parce que Kadima n'a pas sensibilisé sur ça. Lui-même n'y croit même pas. Nous sommes aujourd'hui, la loi électorale voudrait que chaque jour après l'enrôlement, que les bureaux puissent publier les nombres d'enrôlés et afficher. Ce n'est pas fait. Ce n'est pas toujours fait. On t'a déjà invité pour aller couvrir, n'est-ce pas, l'annonce chaque soir, ou va dans les sites de la CENI, s'ils publient chaque soir le nombre d'enrôlés par jour, ils ne les font pas. Nous ne sommes pas informés des nombres d'enrôlés par jour. Et ce n'est pas affiché dans les centres. Très bien. Alors, je viens pour finir. Ils ont augmenté le nombre des centres d'enrôlement et le nombre de bureaux, le nombre de matériel, et ces kits-là, aujourd'hui, posent problème. Nous n'avions pas ouvert tous les centres. Nous sommes à 2 semaines depuis qu'ils ont lancé l'opération, presque. Et l'opération devait tenir pendant 1 mois. 30 jours. Donc, nous sommes presque à la moitié. Il vous a dit qu'on va rattraper les retards. Rattraper les retards. Très bien. Ça va maintenant bouleverser les calendriers. C'est pour vous dire que si on rattrape les retards, donc on n'aura pas les élections le 20 décembre 2023. Parce que rattraper les retards, ça doit nécessairement aussi retarder les calendriers électoraux. Parce qu'après l'enrôlement, il faut les doublons. Il faut vérifier les empreintes. Or, parce que Kadima n'avait pas sensibilisé, Kadima n'avait pas informé l'opinion congolaise que nous aurons des photos en noir et blanc. Il y a des gens que moi, j'ai interrogés, qui se sont fait enrôler 4-5 endroits, cherchant où ils vont trouver la photo en couleur. Une photo de qualité. Or, à l'initial, les bureaux Kadima avaient prévu des photos en noir et blanc. Mais ils n'ont pas sensibilisé sur ça. Donc, on aura plus de doublons. Or, en 2017... Mais il y a un moment où on exclut, on a fait le nettoyage du fichier. Oui, mais écarter les doublons. Ils ont prévu 2 semaines pour ça. Or, en 2017, ça nous a pris 3 mois avec l'OIF. Et on a eu à faire des doublons, 5 millions de doublons. 5 millions. 5 millions de doublons. Plus de 50 000 d'enrôlés sans empreinte. Et c'est un travail qu'ils ont fait dans 3 mois ou 2 mois, si je ne me trompe pas. Et Kadima nous dit qu'il va les faire dans 2 semaines. Or, on aura... un expert. Il n'est pas comparé avec on ne peut pas parler... Il est expert. On ne peut pas parler d'un expert avec autant de ratés dans le processus d'enrôlement et d'identification. Donc, c'est pour vous dire ici, on a déjà peint un tableau sombre sur les opérations. Si la première zone... S'il vous plaît, si la première zone assez praticable, où on a quand même des routes, où on a quand même des engins, Kinshasa, Congo central, Bandundu, on peut accéder facilement. On a un problème de lancement des centres. Il y a des centres qui sont encore fermés jusqu'à ce jour. À combien plus forte raison la grande province équatoriale. À combien plus forte raison les grands Kasaï où c'est enclavé. À combien plus forte raison, la Chuapa, où c'est enclavé. Donc, noir sur blanc, et je vous informe ici que les bureaux Kadima avaient prévu d'enrôler aussi quelques compatriotes de la diaspora de quelques pays, notamment la France, l'Afrique du Sud, les États-Unis d'Amérique. Jusque-là, ça n'a pas encore commencé. Ça va commencer quand? Gauthier Sey, s'il n'y a pas élection, il y aura quoi? Non, je vous informe qu'il n'y aura pas élection. Alors, s'il n'y a pas élection, il y aura cher Lokala, retenez qu'il n'y aura pas élection
techniquement parlant, Denis Kadima est dans l'impossibilité de nous organiser des élections transparentes et crédibles. Un, par manque de moyens. Deux, par manque d'expertise. Trois, par manque, n'est-ce pas, de sérieux. Et aujourd'hui, Denis Kadima et son bureau, ils sont en train déjà de dresser les lits de glissement. Le lit de glissement est en train d'être dressé par Denis Kadima et son bureau. Et c'est voulu par les régimes en place, parce qu'ils ont entretenu tous ces retards. Il n'y aura pas d'élection, nous sommes en train d'aller droit vers un dialogue. Ça, c'est clair. Nous sommes en train d'aller droit vers un dialogue. Et quand vous suivez la sortie, la déclaration du PPRD, quand vous suivez les blocs, Mukwege, Martin Fayoulou, en tant que politique, ils sont déjà conscients qu'il n'y aura pas d'élection. Et ils ont posé maintenant des préalables. La recomposition de la CENI, la recomposition de la Cour constitutionnelle. Autant de préalables. Quand vous suivez la déclaration du PPRD, ils vous disent nous sommes non partants. Mais nous voulons des élections crédibles, transparentes. Et nous ne voulons pas qu'il y ait des candidatures qui seront, qu'on puisse exclure des candidats. Pas question d'exclure un seul candidat. Donc vous comprenez déjà, en tant que politique, ils ont déjà compris que la machine est déjà grippée. La machine de la CENI, elle est déjà grippée. Nous sommes en train d'aller droit vers le mur et ils sont en train, n'est-ce pas, de poser des préalables qui seront reconduits autour de la table. Parce que personne n'accordera un seul moment, un seul instant de glissement à seul Félix Tshisekedi. Tshisekedi ne va pas glisser seul. Il ne glissera pas seul. Par quelle magie pourra-t-il glisser seul? Donc, nous sommes déjà ici en train d'aller droit vers les dialogues. Et je vous dis ici, cher Lokala, que si vous voyez les partis politiques, ils ne s'empressent pas d'envoyer les témoins. Ils savent que c'est un manque à gagner. Au lieu de perdre leur argent, de former les témoins, les envoyer pour une CENI qui n'est pas prête. Une CENI qui est déjà grippée d'elle-même. Ils laissent la CENI pourrir. Ils laissent la situation pourrir d'elle-même. Si vous voyez l'Église catholique, les observateurs internationaux, ne pas se précipiter venir ici, n'est-ce pas, superviser les processus, c'est pour vous dire qu'ils sont conscients de la non-tenue des élections dans les délais constitutionnels. Donc, il y a déjà un dialogue en vue. Nous sommes en train d'aller droit vers les murs et la seule solution, la voie de sortie, ça sera se mettre autour d'une table, réfléchir, n'est-ce pas, trouver un terrain d'attente et intégrer toutes les classes sociales et les classes politiques pour arriver, n'est-ce pas, à réunir des énergies, à unir les idées pour avoir des élections dans un délai qui sera prévu d'ailleurs dans ces cadres-là des concertations. Merci beaucoup, Gauthier Sei Chang. Avez-vous un dernier mot? Un dernier mot, c'est quand même très regrettable de voir celui qui est assis sur les sangs des Congolais, parce que ce régime actuel est assis sur les sangs des Congolais qui se sont battus pour dire non au glissement en 2016, pour ces Congolais-là qui ont versé de leur sang pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir cette alternance, mais voir ces gens-là au pouvoir glisser à leur premier mandat, c'est quand même grave. Ça prouve ici à suffisance que nos morts, nos héros, nos martyrs qui sont morts pour avoir cette indépendance sont morts gratuitement, inutilement, ils ne sont pas reconnus par ces pouvoirs. Parce que la seule chose que ces pouvoirs devaient faire, parce que c'est assis sur les sangs de ces Congolais-là, c'était de respecter les combats de ces martyrs, notamment Thérèse Kapangala, Rossi Mukendi, ils sont nombreux. Ces jeunes gens qui ont laissé leurs femmes et enfants, leurs familles, qui sont sortis dans la rue pour dire non à Kabila, pour dire non au glissement de Kabila. Ces jeunes gens-là, aujourd'hui, leur combat, on crache sur leur combat. On ne pouvait pas accepter que les fils d'espérance délimitée glissent à son premier mandat. On ne pouvait pas admettre que les régimes d'espérance délimitée, du fils d'espérance délimitée, on compte des détournements chaque mois, chaque trimestre. On ne pouvait pas accepter que les régimes d'espérance délimitée, on puisse avoir ici les riches, les nouveaux riches, sur le dos du contribuable congolais. Je pense que le chef de l'État doit se ressaisir. Il est ce qu'il est. Moi, je ne pense pas. Il est ce qu'il est aujourd'hui. Il est ce qu'il est aujourd'hui parce que son père a cru à un combat. Et il y a des gens qui ont cru aussi au combat de son père. Et il y a des gens qui nous ont laissés. Et ils nous ont laissés au front. D'autres ont été tués discrètement. On ne sait pas les citer ici. D'autres ont trouvé la mort dans des marches.
pendant qu'il revendiquait l'état des droits, pendant qu'il revendiquait la vérité des jeux, pendant qu'il revendiquait le respect, l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Et aujourd'hui, ces fils-là du Sphinx délimité veulent glisser à son premier mandat. C'est cracher sur les combats de tous nos martyrs. Et il est temps de se ressaisir, de mettre, n'est-ce pas, hors jeu tous ces jouisseurs, tous ceux qui pensent que avoir un poste public, c'est le privilège de voler, c'est le privilège de devenir riche. Au lieu de penser que c'est une responsabilité de voir comment changer la vie des compatriotes, mais ils pensent comment changer leur propre vie, la vie de leurs enfants, de leurs épouses et de leurs vice-mamans. Je pense que le peuple congolais est assez mature. Le moment venu, le peuple se prendra en charge pour sanctionner tous ces jouisseurs et tous ces incompétents qui ont prouvé leurs limites ou leur place est maintenant à les envoyer au chômage. Merci beaucoup Gauthier Sey, confrère responsable et directeur général de Netic News et Netic Monde. C'est avec lui que nous avons analysé ces questions d'actualité avec beaucoup d'objectivité, beaucoup de neutralité. Si vous avez un point de vue opposé, contraire à celui de Gauthier Sey, cette chaise vous attend pour que vous puissiez donner vos avis et considérations. Mais na batata na ba mama nyonso. Bana ba kende kelasi, landela kelasi ya bana na yo. Ko lobi te, ozo mona komi mokonzi, mais mwana wana ko vanda na birote, aza ko bomba incompétence na ye, tango nyonso aka na balabala ko buka ka biloko batu, ko filmaka bana batu, batata batu, aza ko bomba incompétence ne pona nini, moyen traiter mikanda et réalité. Aboui bozoba na ye, et mona na miso bato, na miso ba collaborateur na ye. Conséquence, ezanini école buissonnière. Wa ko bwakela nani? Na ko conscientiser ba imboka. Toi na zambwakela. Te, na ko conscientiser ba imboka. Yo ko mona ba conscientiser te, na bwakeli moto te. Mais yo talaka ba konzini nyo bana balabala. Ba vanda na bureau te. Ba traitera dossier te. Ce qui la service kuyo lobi depuis to tina ba dossier zonga kate. Moko kudu na ndoki nda bando sanga ya ka bureau 18h. Musale sinde yaye. Ayeko sala nini? Ayeko tala ekota ki combien? Aba conseiller. Ayeko tala ekota ki combien bimi combien. Donc incompétence à lolenge wana eko sala ete na magie ya fourmi na mboka ya baveugle ya za mokonzi. Aba pesi ki bokonzi yango aka ko sala la ngote. Ako banga vanda ta 5 minutes na bureau bat yele mukanda excellence. Urgence, traiter mon candidat. Un délinquant. Merci beaucoup Gauthier Sey d'avoir répondu à notre invitation. Merci cher Local de m'avoir invité. Merci Rossi, merci Derrick d'avoir réalisé cette émission.